Bienvenue sur une vidéo exercice. Nous allons maintenant nous entraîner sur des exercices de centrifugation. Tout à fait. Alors, on va vous mettre donc l'énoncé, vous pourrez le mettre sur pause et faire l'exercice avant que l'on vous donne la correction. Voilà. Alors, dans cet exercice, on cherche à isoler des microsomes à l'aide d'un protocole de fractionnement total. Alors, la première question, s'il te plaît, Hélène. La dissociation mécanique peut se faire avec un appareil de Potter à 0,34 m ou molaire ou grammes par mol. Eh bien, c'est faux, puisque, attention de bien lire, c'est 0,25 m molaire ou grammes par mol. Deuxième question, la première centrifugation se fait dans une ultracentrifugeuse. Eh bien, c'est faux, puisque en dessous de 10 000 G, on est sûr que c'est une centrifugeuse, alors qu'au-dessus de 20 000 G, c'est une ultracentrifugeuse. Troisième question, on peut retrouver dans le culot C2, après la deuxième centrifugation, des mitochondries. Eh bien ça, c'est vrai, tout à fait. Quatrième question, on récupère les microsomes dans le culot C4. Eh bien c'est faux, puisque dans le culot de C3, on retrouve les microsomes, alors que c'est dans le culot de C4 que l'on retrouve les ribosomes libres isolés. Question 5. On utilise le surnageant S1 pour récupérer des lysosomes dans le culot C2. Eh bien ça c'est vrai, tout à fait. Enfin, dernière question. On effectue des centrifugations en gradient pour faire un fractionnement total. Eh bien ça, là encore, lisez encore bien la question. C'est faux, puisque ce sont des centrifugations différentielles. On va maintenant passer au deuxième exercice. Tout à fait. Alors, dans ce deuxième exercice, on a deux gros paragraphes. Le premier, on cherche à isoler un noyau purifié. C'est ce qui est important dans cet énoncé. On veut rechercher un noyau purifié. On va voir dans l'énoncé qu'il y aura un fractionnement total, puis un fractionnement partiel pour les noyaux. Dans ce deuxième paragraphe, on va chercher à isoler des peroxysomes, c'est le mot-clé du texte, et on va ensuite effectuer des fractionnements totaux, puis un fractionnement partiel. On va maintenant passer aux questions. Alors, la première question. Après la centrifugation du culot de C1, première étape, on retrouve les noyaux purifiés dans la zone du gradient de concentration de 0,25 m molaire. Et ça, c'est vrai, on va les retrouver du coup à 0,25 m, et ce sont les débris cellulaires que l'on va retrouver à 0,34 m. Deuxième question. La centrifugation en gradient isopycnique du culot C2, donc deuxième étape, s'effectue à 100 000 G. Alors ça, c'est faux. Ça s'effectue à 65 000 G. Et en fait, ce sont les membranes, le fractionnement partiel des membranes qui s'effectue à 100 000 G. Maintenant, la troisième question. On retrouve notre protéine d'intérêt dans la deuxième étape, dans la partie supérieure du tube. Alors ça, c'est faux. C'est au fond du tube. On retrouve les peroxysomes au fond du tube et tout au-dessus, on va retrouver les lysosomes. Quatrième question. Après avoir centrifugé le culot C2, on peut retrouver des mitochondries dans la partie intermédiaire du tube. Et ça, c'est vrai. On va aussi retrouver des lysosomes dans la partie supérieure du coup et des peroxysomes dans la partie inférieure, tout au fond du tube. Et enfin, cinquième question. La centrifugation isopycnique nécessite le dépôt de l'échantillon au-dessus du gradient de concentration. Alors ça, c'est faux. Il ne faut pas confondre zonal et isopycnique. Pour la centrifugation isopycnique, on va mélanger l'échantillon avec le gradient, alors que pour la centrifugation zonale, on va le déposer au-dessus du gradient. Voilà. Merci. Bienvenue sur la vidéo d'entraînement pour l'exercice de l'électrophorèse. On va vous mettre l'énoncé, vous pourrez mettre sur pause et faire votre exercice. Ensuite, on vous fera la correction avec la méthode de correction, puis la correction précise des différents items. Voilà. Dans cet exercice, on peut voir dans l'énoncé que les chercheurs s'intéressent à une nouvelle protéine qu'on nomme PE. Ce qui est important à noter, c'est qu'elle a une masse moléculaire de 240 kDa.
Elle va être soumise à différents traitements, donc par page SDS, avec et sans bêta-mercaptoéthanol, puis on va pouvoir faire un Western blot. Alors, d'abord, la méthode de correction. Tout d'abord, il faut repérer la masse moléculaire de la protéine globale. Donc ici, 240 kDa. Ensuite, on va regarder le résultat avec le page SDS, mais sans bêta-mercaptoéthanol. Ici, on n'a qu'une seule bande à 120 kDa. Donc, cela signifie que la protéine est composée de deux ensembles qui pèsent tous les deux 120 kDa. Ensuite, on va regarder le page SDS, mais avec le bêta-mercaptoéthanol. Et cette fois-ci, on observe deux bandes, donc deux chaînes liées par des ponts disulfure, avec à chaque fois des poids moléculaires différents. On vérifie, bien sûr, pour que le total fasse 240 kDa. On peut penser ici qu'il y a deux chaînes lourdes et deux chaînes légères, puisque en tout et pour tout, on est passé à deux bandes. Donc à chaque fois, il faut multiplier par 2 à chaque fois. Voilà. On terminera par regarder le Western blot et la bande révélée correspondant à la protéine reconnue par l'anticorps. Alors, première question. La protéine PE est-elle composée de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères? Eh bien, oui, c'est vrai. En effet, on peut voir le résultat sur le page SDS sans agent dénaturant. Et on voit qu'il y a une bande à 120 kDa. Et quand on voit le bêta-mercaptoéthanol ajouté au page SDS, on voit alors deux bandes, une à 80 kDa et une à 40 kDa. Comme on a vu avant, le bêta-mercaptoéthanol, il va rompre les ponts disulfure. Alors, cela va permettre de séparer la chaîne lourde de la chaîne légère. Tout à fait. Ensuite, la deuxième question. La masse moléculaire de la chaîne légère est-elle de 120 kDa? Alors ça, c'est faux, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Il y a une chaîne lourde de 80 kDa et une chaîne légère de 40 kDa. Alors, la chaîne légère n'est pas de 120 kDa, mais de 40 kDa. Ensuite, troisième question. La masse moléculaire de la chaîne lourde est-elle de 80 kDa? Alors ça, c'est vrai. Comme on l'a vu précédemment, elle est bien de 80 kDa. Quatrième question. L'anticorps monoclonal utilisé reconnaît les deux types de chaînes de la protéine. Alors, ça c'est faux. On peut voir sur le Western blot qu'il n'y a qu'une seule bande à 80 kDa et il n'y a pas de bande de 40 kDa. Il ne reconnaît donc que la chaîne lourde. Dans la technique, page SDS, le bêta-mercaptoéthanol rompt les ponts disulfure entre deux cystéines réunissant les deux chaînes lourdes. Alors ça, c'est faux, puisqu'on sait que les ponts disulfure, comme vu précédemment, ils relient les chaînes lourdes avec les chaînes légères. Donc, ce qui s'aime est donc faux. Voilà. Merci. Merci. Au revoir.